Amis réfractaires, aujourd'hui on va discuter d'un sujet qui est assez important quand même par rapport à tous les autres, c'est le fait que l'être humain détruit le seul écosystème dans lequel il peut se développer, prospérer et tout simplement vivre, remettant en cause son existence à moyen terme. Voilà. Sinon, toi, ça va? Non, en vrai, je sais pas si on arrive réellement à se rendre compte et à assimiler à quel point nos vies vont être transformées dans pas longtemps à cause de tout ce bordel-là. C'est-à-dire que même si on organise les choses ultra bien et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes dans cette transition écolo-là, et ben même dans ce cas-là, notre façon de penser, notre façon de produire, notre façon d'avoir des rapports sociaux, tout va être transformé à moyen terme. Alors oui, on est face à un changement climatique, mais on est surtout face à un bouleversement de notre civilisation, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire en fait, parce que tout, 7 milliards d'humains dans une société ultra mondialisée vont être transformés dans pas longtemps. En fait, il y aura un avant et un après, et au milieu, il y a les décisions qu'on est en train de prendre aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est en train de très concrètement, très techniquement, on est en train de vivre la période de l'histoire la plus décisive de l'humanité. Voilà. Ouais, on est en train de vivre un événement historique et quand on regarde l'actualité, eh ben on se dit que ça va quand même sacrément vite. On est en septembre 2019 et l'ouragan Dorian frappe les Bahamas. Avec ses 300 km/h, il devient ex-aequo le plus puissant cyclone ayant touché terre en Atlantique. En août de cette année, le cyclone Laura a lui aussi battu un record, celle de l'intensification la plus rapide. La Californie a perdu 14 000 km² de forêt pendant sa saison des incendies, qui s'étale dorénavant sur 6 à 8 mois au lieu de 4 normalement. Ce qui s'explique par un record de température de presque 50 degrés début septembre à Los Angeles. L'Arctique, lui, se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde et vient d'enregistrer la seconde année la plus chaude. Il y a eu un record de température en Islande, en Alaska, en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Plus aucune région du monde n'est à l'abri du changement climatique et de ses conséquences. Et on parle pas là de la chute de la biodiversité, de la pollution, des migrations, des problèmes agricoles, etc., etc. En d'autres mots, la catastrophe écologique est en cours et les changements sont irrémédiables. C'est ça qui est chiant avec l'écologie, c'est que tu regardes ce qui est en train de se passer un peu partout et ça nous dépasse tellement que tu te dis putain mais qu'est-ce qu'on peut faire quoi? C'est déprimant comme truc l'écologie. Et pourtant, il y a des objectifs qui sont définis par les scientifiques et qui nous permettraient d'avoir un peu une perspective. C'est l'idée de réduire de 7,5% par an notre production de CO2. Et en vrai, ce chiffre de 7,5%, il est vachement intéressant, je trouve, parce que à la fois, il nous dit que c'est possible de faire quelque chose, c'est accessible. 7,5% par an, ça demande de vrais changements très brutaux, mais c'est quand même possible. Par contre, c'est possible uniquement si on transforme l'intégralité de notre manière de produire, de consommer, bref, si on bouleverse totalement notre façon d'organiser la société. Donc en gros, ce que ça sous-entend, c'est que le combat écologique, il est forcément révolutionnaire et radical. Et ce qui est cool aussi, c'est que si on arrive à transformer de manière écolo la société, là, eh ben on arrivera dans une situation où on va privilégier plutôt les liens que les biens, plutôt l'égalité que l'accumulation de marchandises. Ce qui fait qu'on a vraiment la possibilité avec ça de construire une société qui sera plus désirable et plus heureuse pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on a toutes les bonnes raisons à la fois pour rejeter la société actuelle qui détruit notre écosystème et qu'on a toutes les bonnes raisons pour en faire un système beaucoup mieux, beaucoup plus égalitaire et voilà. Sauf que il y a rien qui se passe. Il y a tout pour que ça se passe et pourtant rien ne se passe. Je veux dire vraiment on pourra faire un exercice ensemble et trouver 1000 raisons valables et suffisantes pour faire la révolution. Et pourtant, ça fait des années et des années que rien ne se passe véritablement pour changer les choses. Il y a des trucs, il y a des mouvements sociaux, on en parle tout le temps, mais concrètement, on est toujours dans la merde. Et c'est d'ailleurs ce truc-là qui me semble être la plus grosse contradiction de notre société. C'est qu'on n'arrive pas à s'émanciper du capitalisme, de la marchandise et de tout le patatras pour être suffisamment lucide sur la situation et pour organiser autre chose. Ça montre bien qu'il y a un problème quand même. Et le pire, c'est pas la menace. Le pire, c'est qu'il ne se passe rien. C'est comme si tout le monde était dans une petite bulle, qu'on faisait nos habitudes, tout ça qui n'avait pas trop d'intérêt par rapport à cette immense chose qui va arriver bientôt et que personne ne prend réellement en considération. Le pire est en train d'arriver et rien ne se passe. Et si on n'arrive pas à s'émanciper de cette société-là, c'est qu'on n'arrive pas à imaginer et à désirer une société alternative. En fait, c'est un problème d'imaginaire, c'est juste qu'on est incapable de faire autrement que ce qu'on fait là tout de suite. Ce qui fait qu'on est dans une contradiction où à la fois il y a une énorme menace et qu'on se sent totalement impuissant pour lutter contre. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau parce que avant, c'était surtout des combats sociaux qu'on menait et on pouvait se dire que avec le temps, c'est nous qui allons gagner ou alors au pire, on pouvait s'habituer. Sauf que là, avec l'écologie, c'est qu'on a une urgence vitale qui s'impose à court terme et qui nous oblige à l'action.
On ne peut pas juste l'oublier, on ne peut pas juste changer d'opinion pour que tout aille mieux parce que très matériellement, on va tous se prendre dans la gueule le changement climatique. C'est donc un truc que tu ne peux pas mettre sous le tapis. C'est quelque chose qui va revenir et qui va re-questionner encore et toujours l'immensité de ton existence dans une société capitaliste. Quel est le sens de vivre cette vie-là si dans 10 ans, dans 20 ans, il va y avoir un délitement qui va transformer tout ce que tu es en train de vivre en quelque chose de pas forcément très joyeux. Surtout que la vie que tu es en train de mener, c'est la cause qui amène à ce changement brutal-là. C'est quand même assez vertigineux quand tu penses à ça. Mais on se rend bien compte en tant que militant que c'est pas parce que tu critiques la société là et en la rendant malade que forcément ça va impliquer mécaniquement une réponse du on n'a qu'à tout changer, faire la révolution. Quand tu fais la critique totale de la société, tu fais la critique totale des individus qui sont dedans. Et on se retrouve sans rien, sans imaginaire, sans désir, sans rien. C'est un peu ce que beaucoup vivent avec ce qu'on appelle la solastalgie et tout ça. C'est une espèce de désespérance et une impuissance face aux événements à venir. Et ça, c'est juste le truc le plus contre-militant, le plus contre-révolutionnaire qui soit. D'où l'importance ultra stratégique de construire un imaginaire alternatif et de le rendre désirable pour un maximum de personnes pour faire en sorte que notre critique de la société actuelle aboutisse à une révolution et pas juste à une espèce de sentiment moribond, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui réfléchissent à ça et qui sont super importants, comme Alain Damasio. Donc il y a des délitements, voilà. Moi j'ai envie de dire, on a une société de délitements au pluriel qui arrive, et comment dans la guerre qui va s'engager, parce que là il y a une vraie guerre des imaginaires, parce que c'est tellement intéressant pour les pouvoirs de réapproprier les imaginaires anxiogènes qui se mettent en place aujourd'hui. C'est fantastique pour les religieux et pour toute forme de pouvoir, d'accord ? Donc il n'y a rien de plus utile pour un pouvoir que la peur. Voilà. Parce que la peur, ça génère de l'anxiété, ça génère de la fixité, et ça génère surtout ce truc génial qui est de la tristesse. Et comme le dit magnifiquement Spinoza, aucun pouvoir ne peut s'exercer s'il n'est pas capable de générer de la tristesse chez les gens. La tristesse est corrélative à l'exercice d'un pouvoir réussi. Il n'y a rien de plus révolutionnaire que la joie et que la capacité à... Parce que quelqu'un de triste, il obéit, quoi. C'est aussi simple que ça. Un changement radical est donc en train de se construire en ce moment, et c'est quelque chose qui va bouleverser jusqu'à notre intime, jusqu'à ce qu'on considère être bien ou mal, ce qu'on considère être possible ou pas. C'est quelque chose qui, très concrètement, va détruire ce qu'on appelle aujourd'hui la normalité. Et ce bouleversement de la civilisation, elle implique deux choses. Et la première des choses, c'est que ça va dévaloriser totalement nos habitudes qui sont basées sur une marchandise ou sur un travail qui est soit inutile, soit néfaste. Et dans la société de consommation qu'on a aujourd'hui, il y a énormément de choses qui répondent à ces deux critères. Et deuxièmement, c'est la nécessité de trouver une autre stratégie révolutionnaire pour répondre très rapidement aux défis climatiques. Parce que concrètement, tout ce qui avait été tenté avant n'a pas marché, donc il faut trouver autre chose. D'où la naissance répétée et continue de collectifs qui sont orientés dans l'action et qui portent d'une toute nouvelle façon le combat écologique. À commencer par Nuit debout qui avait investi les places publiques pour y animer des assemblées citoyennes, former des collectifs et agir partout de manière décentralisée et démocratique. De même, pour Extinction Rebellion, c'est un peu le mouvement frère des Gilets jaunes, vu qu'ils sont nés le même jour, qui organise des nouvelles actions de désobéissance civile non violente, des formations partout dans le pays, tout en donnant une grande importance au développement d'une culture alternative. Alors ce sont des mouvements qui sont certes marqués sociologiquement, et c'est tant mieux, car ça a permis concrètement à toute une génération de s'impliquer politiquement à ce moment précis où il n'y avait pas de débouché politique. Et ça, c'est plus que précieux, c'est vital. Ces mouvements, comme beaucoup d'autres, ce sont des vraies écoles du militantisme anticapitaliste qui ne se contentent pas de manifester dans la rue. Et c'est souvent comme ça, les mouvements, quand ils naissent, surtout quand c'est des primo-militants, quand ce sont des gens qui s'engagent pour la première fois, c'est soit dans des mouvements qui sont très sectorisés, soit qui ne font qu'emmener une partie de la population. Comme ça, les gens, ils se retrouvent avec des personnes avec qui ils partagent une culture et un imaginaire, et c'est beaucoup plus facile, dans ces conditions, de faire le premier pas. Mais l'important, c'est surtout que les gens s'engagent dans l'action. C'est ça le truc, parce qu'une fois que tu es en train de faire tes tracts, tes machins, tes trucs, tu te fais ta propre expérience. Tu mûris politiquement. Et après, même si au début c'était un truc qui concernait que ta sociologie, entre guillemets, 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, tu vas rejoindre des mouvements qui sont plus mûrs et tu vas pouvoir apporter une expérience très concrète. Parce que qu'on le veuille ou non, tout changer, tout ce bordel-là, ça va demander une maturité militante que seule l'expérience et le temps peut donner. D'autant plus qu'on est dans une situation où les partis politiques, c'est plus les organes qui
qui forment les militants en général, enfin c'est quand même les gens qui sont dans des partis, c'est une extrême minorité. Aujourd'hui, on se fait les dents à travers les Gilets jaunes, à travers Extinction Rebellion, à travers Nuit debout, à travers plein de petits organismes, de petits collectifs comme ça, qui sont souvent très horizontaux et qui permettent au maximum et qui facilitent au maximum l'intégration de nouveaux membres. Et c'est quand même plutôt cool parce que la mort des partis politiques, ça aurait pu aussi induire à la mort du politique tout court, sauf que là, on se retrouve avec des choses encore mieux, c'est-à-dire énormément de collectifs autogérés, horizontaux, tout ça. Ça fait quand même plaisir de voir que le vide a été rempli en France. Et donc, comme on l'a vu, ça c'est le cas pour le mouvement écolo et c'est quand même super bien qu'il se développe. Notamment parce que l'écologie, naturellement, ça porte une énorme radicalité parce que tu n'as pas le choix de remettre en cause totalement le mécanisme de production et de consommation de la société. En gros, si tu raisonnes et que tu milites pour l'écologie, forcément, si tu fais ça honnêtement, ça induit à une remise en cause totale du système capitaliste. Alors évidemment, tu as des libéraux et des capitalistes qui reprennent en compte l'écologie pour en faire autre chose. Sauf que ces gens-là, ils sont en train de mourir à petit feu parce qu'ils portent en eux cette contradiction-là. Et on voit bien que même si avant, tu avais un président Hollande machin qui parlait d'écologie, tout le monde était incroyable, on sait que maintenant, écologie et libéralisme, c'est juste pas compatible. Voilà, ça c'est mon avis, c'est que l'écologie va continuer à se radicaliser et qui va radicaliser avec lui le mouvement social tout entier en le forçant à prendre une direction révolutionnaire plutôt que réformiste. Et donc c'est plutôt une bonne nouvelle, globalement qu'il y a des trucs qui se passent un peu partout comme ça. Après, c'est vrai que tu as quand même le cas particulier de la ronce. Alors la ronce, si tu sais pas ce que c'est, partager c'est sympa, il a fait une super vidéo là-dessus qui présente et on va en voir un petit extrait. J'ai reçu un message anonyme m'annonçant qu'un nouveau mouvement venait d'être créé au nom évocateur, la ronce. Ils ont publié tout récemment un manifeste dont je vais vous lire ici certains passages et que je vous mets en lien dans la description. Il mérite d'être lu dans son intégralité. Voilà, je tiens une idée, inventer des gestes simples et peu risqués qui empêcheraient leur 4x4 de rouler, leur pub de s'afficher, un geste aussi discret et rapide que celui de déboucher un bouchon, de mettre un coup de feutre sur la date de péremption, d'utiliser leur ouverture facile tirée ici. Un petit geste pour la planète, qui s'il était reproduit par des centaines de milliers de personnes en même temps, partout, en ciblant un produit ou une marque en particulier, aurait un impact financier tel que nous ferions plier la multinationale qui le fabrique, ou à minima, elle y aura laissé des plumes. Leur force, c'est d'avoir réussi à s'infiltrer partout dans nos vies. Leur faiblesse, c'est qu'ils se sont ainsi mis à notre portée. Leur publicité, leurs produits, leurs points de vente sont partout là, à portée de main. Ensemble, nous allons riposter. Mener des actions décentralisées, simultanées, pertinentes, faciles, drôles ou pas, aux risques légaux très limités pour mieux les déborder, leur faire perdre des billes et dévoiler leurs crimes. Et le faire avec irrévérence, malice et joie. Et ce qui est très intéressant, c'est leur usage de la stratégie, des propriétés, des réseaux sociaux et de la viralité. La ronce a aussi publié une première vidéo. Voici 5 petits gestes pour la planète. Here we go! Dans laquelle elle présente différents modes d'action individuelle de désobéissance civile que je ne peux vous montrer car ils pourraient constituer des dégradations, mais qu'ils justifient par l'impact environnemental de chacune de leurs cibles. Avec toi, nous allons mettre un joyeux bordel. Car nous savons que c'est dans l'ordre et la discipline qu'ils organisent la destruction systématique des conditions de la vie sur Terre. Et donc on va conclure avec ce cas particulier qu'est la ronce. Et bien sûr, tout ce qui va suivre, et tout ce qui a précédé d'ailleurs, c'est juste mon opinion. Voilà. Donc je te la pose sur la table, tu prends ce que tu veux, et puis voilà, on n'en reparle pas commentaire. Bon, déjà, l'important, c'est de remettre ce truc-là dans son contexte. C'est qu'ils font pas ça par plaisir, ils font ça parce que rien ne change et qu'on est en train de vivre le délitement de notre société qui va nous amener à remettre en cause notre existence à moyen terme. Voilà, je le répète, mais c'est quand même assez important de saisir cette importance-là. Et donc, toute relativité prise par rapport à ça, si percer quelques paquets de sucre permet de ralentir et de peut-être trouver une solution à ce problème, ça vaut peut-être le coup de le tenter quand même. D'autant que les principaux arguments contre cette initiative, c'est de dire que les gens qui vont subir les dommages, ce ne sont pas ceux qui sont responsables. Mais qui est responsable du changement climatique ? Est-ce que c'est les super riches, mais c'est peut-être aussi les consommateurs qui achètent, c'est peut-être aussi... c'est quand même la frontière est très floue quant à la responsabilité. Peut-être que la question c'est pas de savoir qui est responsable, mais c'est plutôt de provoquer un changement. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'un changement écologique, ça va forcément provoquer une violence. Par exemple, de perte de revenus ou de rentabilité pour les agriculteurs, pour les transporteurs, etc., etc. Ce qui est pas faux. Mais c'est juste que l'écologie, il faut pas le penser juste
juste avec une seule mesure, avec cause-conséquence, il faut le penser dans sa globalité. Il faut le prendre le problème dans la globalité. Donc si tu prends juste une action, évidemment, de la ronce, eh ben, tu vas trouver des contradictions. Mais si tu prends le truc dans son intégralité, force est de reconnaître que c'est cohérent. En plus, c'est une façon assez nouvelle de présenter les choses, avec des pratiques qui sont nouvelles, et surtout avec une organisation décentralisée qui va permettre à un maximum de personnes de s'engager là-dedans. Donc en gros, ça va mettre en action des personnes qui, sans ça, n'auraient rien fait, et qui demain vont construire le mouvement révolutionnaire dont on a besoin. Et il va falloir bien accepter et se résoudre un jour ou l'autre que de plus en plus de personnes vont essayer de briser ce terrifiant mirage qu'est la société de consommation, en essayant de sauver l'essentiel pendant qu'il est encore temps. Et cette espèce d'ensorcellement par la marchandise, par le marketing, par le besoin toujours impératif d'avoir de l'argent pour survivre, et ben ce truc-là, il est quand même ultra terrifiant, et c'est quand même cool qu'il y a des gens qui essayent de briser ça. Je trouve ça assez sain en réalité. Et la question de savoir si c'est bien ou pas, elle se pose uniquement s'il y a des choses qui se font. Donc déjà, les choses se font, c'est cool, et après on peut faire les critiques en disant peut-être que vous avez essayé ça, on a vu que ça n'a pas marché, donc peut-être qu'il faut essayer ça, ça, ça et ça. Et ce phénomène-là de critique, d'autocritique et d'initiative, c'est ce qu'on peut appeler une espèce de maturité du mouvement social, qui petit à petit se perfectionnise et arrive à s'adapter à la nouvelle société dans laquelle il vit. En fait, le sabotage, c'est un peu une façon de casser la monotonie de la vie moderne et tout ça, et ça permet de faire réagir les gens. Parce que le pire, c'est pas la menace, c'est le fait que ça ne réagisse pas. Et force est de constater qu'une simple vidéo a réussi à faire parler énormément de personnes, à les faire réagir, et on en vient à notre second avantage, le fait que ça pose un nouveau clivage. Je pense que ça va être la rengaine de cette chaîne, on le répétera jamais assez, poser du clivage, ça permet de produire de la pensée. Et le fait de saboter directement la marchandise, ça pose la question centrale du contrôle de la production. En gros, puisqu'on est incapable de lutter contre le marketing, contre la morale, contre notre éducation pour sauver l'essentiel, la chose la plus intelligente à faire, c'est de détruire dans l'œuf le désir de la marchandise en contrôlant la production et en choisissant de manière démocratique si oui ou non on veut produire tel truc ou ne pas produire tel truc. Et rien que d'imposer ce clivage de manière très spectaculaire, de manière très polémique, ça permet de poser la question. Est-ce que c'est normal, oui ou non, de produire autant de sucre blanc qui est une vraie drogue et qui est une vraie saloperie écologique? Est-ce que c'est normal de produire des SUV ou du Coca-Cola alors que la société est en train de s'effondrer? Alors oui, c'est vrai, c'est polémique, c'est provocateur, c'est peut-être caricatural, mais ça permet très concrètement de poser un nouveau débat essentiel sur la place publique. Et rien que pour ça, putain quoi, merci les gars. Et qu'on soit d'accord ou pas, de toute façon, ça va amener à des critiques et ça va permettre de faire mûrir le mouvement social. Parce que maintenant, on va avoir un cas concret qui va nous permettre d'évaluer si oui ou non le sabotage, ça marche. Si oui ou non, ça permet d'emmener des gens ou pas dans l'action. Et il y a un truc qui est assez fondamental dans cette démarche et que je trouve juste super, c'est que faire du sabotage, ça démystifie totalement la marchandise et ça le réduit à son seul caractère politique. Et faire ça, je trouve, c'est ultra subversif dans notre société de consommation et ça manque terriblement dans nos actions militantes habituelles. Et ça fait franchement du bien de voir une organisation qui le fait avec autant d'audace. Et mine de rien, on a déjà du recul par rapport à cette histoire, parce qu'à l'époque d'XR, il y avait les mêmes débats et finalement, avec le temps, les pratiques de la désobéissance civile non violente se sont généralisées, les techniques d'éducation populaire aussi, pareil pour le sens du spectacle, l'importance de la com, l'horizontalité, la culture régénératrice, bref, toutes leurs pratiques sont devenues habituelles, leur succès fut imité et leur échec a permis de comprendre plein de choses. Et ça, simplement parce qu'ils ont posé un nouveau clivage qui a abouti à de nouvelles méthodes et à des actions concrètes. Bref, l'initiative et l'innovation militante ont permis la création d'un nouvel imaginaire plus émancipateur. C'est l'heure de la conclusion. Je sais pas trop ce que ça va donner comme vidéo, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé et tout ça, mais en fait, le message que je trouve important, mais après on en débat par commentaire tout ça, mais c'est en fait aujourd'hui, il faut qu'on réagisse par rapport à ce qui se passe. Et le meilleur moyen de faire rentrer les gens dans des dynamiques d'action, de militantisme et tout ça, c'est qu'ils s'y mettent à un moment ou à un autre. C'est qu'une personne, au lieu d'être dans sa désespérance derrière son ordinateur à regarder des vidéos sur YouTube, se mette dans l'action collective pour changer concrètement quelque chose. Et que ce soit à travers des mouvements politiques, des partis politiques, les Gilets jaunes, XR, NVCOM21 ou la Ronce ou quoi que ce soit, au final, qu'importe. L'important, c'est la dynamique. L'important, c'est d'entrer dans l'action, ne jamais abandonner l'action, tout en ayant un esprit critique et d'autocritique pour essayer d'analyser la situation et faire en sorte que l'année prochaine, tu fasses des trucs qui sont encore mieux, et puis encore mieux, puis encore mieux, et gagner comme ça en pertinence jusqu'au moment où on file en aiguille, à force de faire des mouvements et à force de gagner comme ça en maturité, on va réussir à construire un peuple révolutionnaire. Et à partir du moment où tu as un peuple révolutionnaire, t'as tout gagné, quoi.
Tu as tout gagné, il y a tout qui est possible. Mais pour ça, il faut que les gens s'impliquent. Et pour ça, j'ai l'impression qu'en ce moment, il faut multiplier les initiatives, multiplier les approches. Et forcément, tu vas avoir des mouvements qui vont être très socialement marqués. Mais c'est pas grave, c'est juste que les gens se mettent en action avec ceux qui les ressemblent au début, c'est juste qu'après ça va évoluer. En fait, chaque nouveau mouvement, c'est un nouvel outil qui va permettre de mettre encore plus de personnes en mouvement. Avec cet objectif, c'est d'essayer de faire rentrer notre civilisation dans une émulsion politique telle qu'on va réussir à poser des véritables problèmes sur la table et de construire des solutions. Mais tant qu'il n'y a pas de débordement, d'émulsion, tout ça, il n'y a pas grand chose qui va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'être à la fois critique mais aussi bienveillant sur les initiatives qui se font, parce qu'elles sont utiles, parce que ça va permettre à des gens de se mettre en mouvement. Et même si ça crée de la polémique, même si ça crée du clivage, peut-être que le clivage et la polémique, si c'est bien posé, c'est pertinent. Et je pense, et c'est mon avis personnel, et on peut en débattre par commentaire, si on n'est pas d'accord c'est pas grave, mais je pense que la ronce s'inscrit vraiment là-dedans, dans cette tradition de faire de la polémique pour essayer de nourrir le débat de manière intelligente. Et peut-être qu'à force de faire de l'éducation populaire, de se remettre en cause, de se mettre en mouvement, de tenter de nouvelles choses, de mûrir politiquement, à force de faire ça, peut-être que cette situation qui nous semble aujourd'hui désespérante va se transformer dans quelques temps en une occasion unique de pouvoir transformer l'intégralité de notre civilisation vers quelque chose de plus juste, de plus égalitaire et de plus heureux. Tout simplement. Et donc si l'écologie aujourd'hui c'est quelque chose d'assez désespérant, en vrai ça pose énormément de questions qui sont ultra importantes et qui sont liées à des trucs très politiques, des trucs très comme on voit d'habitude, mais qui sont aussi liés à des questions plus spirituelles de c'est quoi le bonheur, c'est quoi qui me rend heureux aujourd'hui, est-ce que c'est la marchandise, est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est les liens humains qui restent encore aujourd'hui et est-ce que c'est pas ces liens humains qu'il faudra peut-être multiplier, amplifier à l'avenir en abandonnant tout le reste parce que ce sont des choses contradictoires. Enfin, l'écologie ça permet vraiment de remettre tout à plat. Parce que de toute façon, il va falloir remettre tout à plat vu qu'il va y avoir un changement très radical qui va se passer dans les années à venir. Juste, ce qu'il faut, c'est essayer de transformer l'écologie, qui est un truc déprimant, en un truc désirable. Et pour ça, il faut peut-être juste reprendre le goût au bonheur. Et le reste suivra. Putain, j'ai toujours rêvé de conclure une vidéo avec une citation du Conseil national de la résistance. Amis réfractaires, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était un peu particulière au niveau du ton et de la forme, on tente de nouvelles choses, voilà, je sais pas si ça t'a plu. C'est quelque chose qui est beaucoup plus lié au militantisme, c'est quelque chose qui est un peu plus méta entre guillemets que simplement l'analyse politicienne, mais ça me semble important de faire les deux, à la fois de critiquer l'actualité et à la fois aussi de critiquer d'autres manières de changer les choses. Et vu que c'est les premières fois que j'aborde ces sujets-là, peut-être que c'était un peu long, peut-être que c'était un peu hésitant, donc n'hésite pas à mettre des commentaires pour essayer de s'améliorer pour la prochaine fois. Voilà, de faire la critique, l'autocritique et mûrir comme ça. En tout cas, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Des bisous.